Bonjour à tous. Dans ce document, à destination des manuels scolaires daté de 1846, on distingue toutes les planètes alors connues à cette époque. Vesta, Juno, Cérès et Pallas, avant qu'elles ne soient rétrogradées en astéroïdes, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars, la Terre, Vénus, Mercure et Vulcain. Oui, la planète Vulcain. Je vous propose un petit voyage dans le temps pour vous raconter la véritable histoire de la découverte de la planète Vulcain. Il y a 5 planètes visibles à l'œil nu dans le ciel: Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Elles brillent dans le ciel à différentes positions suivant l'année, plus ou moins fort selon leur position par rapport à la Terre. Mais si vous levez les yeux de temps en temps, que vous soyez dans la pampa ardéchoise ou plein centre de Paris ou de Bruxelles, elles brillent tellement que vous les avez sûrement vues un nombre incalculable de fois. Mais à vrai dire, si comme la plupart des gens, vous ne vous amusez pas tous les soirs à noter leur position, vous n'avez sûrement rien remarqué. Les Babyloniens, eux, avaient déjà appris à distinguer ces 5 astres particuliers qui ne sont pas fixes par rapport aux étoiles. Ils avaient associé à chacun d'entre eux une divinité dont le nom servait à le désigner. Il y avait l'astre de Nabu, scribe divin et maître du savoir, celui d'Ishtar, la déesse de l'amour et de la fécondité, celui de Nergal, dieu guerrier, grand pourvoyeur des enfers, celui de Marduk, à la tête du panthéon babylonien, et celui de Ninib, farouche divinité des combats. Et lorsque le plus badass des barbus grecs, Thalès, qui vécut à Milet au 7e siècle avant notre ère, apprend des Babyloniens à repérer ces astres particuliers, il les nomme Astréran, planétès en grec ancien. Je ne reviens pas sur Thalès, le père des mathématiques, de la physique, de l'astronomie, de la philosophie, et on peut dire de toute la science, sauf de son théorème, mais ça c'est un autre sujet. De toute façon, j'ai beaucoup parlé de Thalès déjà dans mes vieilles vidéos sur l'astronomie. Les pythagoriciens, sûrement Philolaos de Crotone, 2 siècles plus tard, associent ces planètes au nom des dieux du panthéon grec, en gardant une cohérence avec ceux des Babyloniens. L'astre de Nabu, le scribe divin et maître du savoir, devient celui d'Hermès, grand messager des dieux. Celui d'Ishtar, la déesse de l'amour et de la fécondité, devient naturellement celui de la déesse grecque Aphrodite. Celui de Nergal, le guerrier, le pourvoyeur des enfers, devient celui de son équivalent grec Arès. Celui de Marduk devient celui de Zeus, et celui de Ninib, la divinité des combats, devient celui du titan Chronos, le père meurtrier de ses enfants. Puis le poète romain Ovide, en l'an 1, écrit la mythologie romaine dans les Métamorphoses. Les dieux romains s'inspirent des dieux grecs, et les planètes prennent le nom qu'on leur connaît aujourd'hui. Hermès devient Mercure, Aphrodite devient Vénus, Arès devient Mars, Zeus devient Jupiter, et Chronos devient Saturne. Aucune de ces planètes n'a été réellement découverte car elles sont sous nos yeux depuis l'aube de l'humanité. Pour la première réelle découverte, il faut attendre plus de 2000 ans après le voyage de Thalès en Mésopotamie et les progrès technologiques majeurs que sont la lunette de Galilée puis le télescope de Newton. La première planète à être réellement découverte est la planète Uranus. Du fait de sa luminosité à la limite de la visibilité de l'œil nu et de son très lent mouvement apparent dans le ciel, elle a été observée à plusieurs reprises dans l'histoire, mais jamais identifiée en tant que planète. Il semblerait même qu'Hipparque l'ait intégrée à son catalogue d'étoiles en 128 avant notre ère. Si vous vous souvenez de ce que j'ai raconté dans les vidéos sur le géocentrisme, vous vous rappelez, on n'a aucune trace des écrits d'Hipparque. Mais dans l'Almageste de Ptolémée, qui reprend les travaux d'Hipparque, on trouve un astérisme, c'est-à-dire une forme faite en reliant les points des étoiles, qui ne s'explique qu'avec la présence d'Uranus. Et justement, en moins 128, Uranus est quasi au point de son orbite le plus proche du Soleil, la rendant visible à l'œil nu. On trouve des mentions plus récentes, comme celle en 1690 de John Flamsteed, qui la catalogue en tant qu'étoile sous le nom de 34 Tauri, c'est-à-dire dans la constellation du Taureau. Mais le premier à l'observer et à en comprendre sa véritable nature, c'est William Herschel. Alors William et Caroline Herschel, frères et sœurs, sont 2 personnalités majeures de l'histoire de l'astronomie. C'est pas pour rien qu'un télescope spatial a porté leur nom, et que le morceau de musique que vous entendez en fond dans toutes mes vidéos s'appelle Caroline Herschel. C'est de mes géniaux amis de 10 et les liens sont dans la description. Je vous invite vraiment à écouter leur album, il est vraiment chouette. Par contre, rien à voir avec la marque de sac à dos.
Un jour je ferai une vidéo sur ces deux-là, mais pour le moment on va faire bref. William Herschel est un musicien anglais et astronome amateur. Il n'a pas les moyens d'acheter un télescope, alors il en fait polir un lui-même qu'il utilise dans son jardin pour faire un catalogue d'étoiles. Et le 13 mars 1781, il remarque entre la constellation du Taureau et des Gémeaux une petite tache entre des étoiles fixes. Il change alors ses oculaires pour grossir et constate que la taille des étoiles reste constante alors que celle de la tache grandit. Alors, les étoiles sont toujours ponctuelles car elles sont trop éloignées pour leur taille. Mais quelque chose qui grossit, c'est soit très gros, soit très proche. Il pense donc avoir trouvé soit une nébuleuse, soit une comète. Les observations suivantes montrent que cette tache n'est pas fixe dans le ciel mais qu'elle se déplace, excluant donc une nébuleuse. Et il n'y a aucune trace d'une quelconque queue, rentrant du coup de moins en moins probable la possibilité que ce soit une comète. Les astronomes de toute l'Europe vont l'observer, prendre des mesures et calculer son orbite qu'ils vont trouver en forme d'ellipse autour du Soleil, ce qui ne laisse plus aucun doute sur sa nature. En 1783, William Herschel déclare au président de la Royal Society: « D'après l'observation des astronomes les plus éminents d'Europe, il semble que la nouvelle étoile que j'ai eu l'honneur de leur signaler en mars 1781 est une planète primaire de notre système solaire. » Fin de citation. Pour la première fois, le système solaire s'agrandit. Il faut attendre 70 ans pour avoir un consensus sur son nom. Herschel souhaitait qu'on l'appelle Georgium Sidus, c'est-à-dire l'étoile de George, en l'honneur du roi qui devint son mécène après sa découverte. De nombreux astronomes proposent simplement qu'on l'appelle la planète Herschel. Mais la meilleure idée vient de Johann Bode, qui propose Uranus, la version latinisée du dieu grec Ouranos, le père de Chronos, Saturne, le père de Zeus, Jupiter. On connaît aujourd'hui peu de choses de la planète Uranus, qui n'a été approchée qu'une seule fois par la sonde Voyager 2 en 1986. Mais elle est fascinante, on pense notamment qu'il y pleut des diamants. Lorsque William Herschel meurt, il a 84 ans. C'est le temps que met Uranus pour tourner autour du Soleil, une année uranienne. En 1768, ce même Johann Bode propose une loi de répartition des planètes dans le système solaire. On sait aujourd'hui que cette loi est fausse, mais à cette époque on la pensait correcte, surtout que la découverte d'Uranus en 1781 semblait la confirmer. Et d'après cette loi, il doit y avoir une planète située entre Mars et Jupiter. De nombreux astronomes se sont alors mis à la chercher, mais c'est en cherchant complètement autre chose, en faisant encore un catalogue d'étoiles, que l'astronome sicilien Giuseppe Piazzi découvre un corps qui se déplace dans la voûte céleste. Comme pour Uranus, on pense d'abord à une comète, mais l'analyse de sa trajectoire confirme son statut. Une nouvelle planète située entre Mars et Jupiter a été découverte. Elle est nommée Cérès, en l'honneur de la déesse protectrice de la Sicile. Cérès n'est pas visible à l'œil nu. Elle est toute petite, seulement 500 km de rayon, 4 fois moins que la Lune. Mais il se pourrait qu'elle abrite un océan d'eau liquide, ce qui fait d'elle une piste pour la recherche de vie extraterrestre. Le 28 mars 1802, en cherchant Cérès, l'astronome Heinrich Olbers découvre une autre planète qui est nommée Pallas, du nom d'une amie d'Athéna qu'elle aurait tuée. Pallas fait à peu près les mêmes dimensions que Cérès. L'orbite de Pallas est un peu particulière car elle est très inclinée, 35 degrés, ce qui la rend difficilement accessible par un engin spatial. Dans cette même zone, entre Mars et Jupiter, le 1er septembre 1804, l'astronome Carl Ludwig Harding découvre lui aussi une nouvelle planète qui sera appelée Juno, du nom de la femme de Jupiter. Elle est beaucoup plus petite que les deux premières, son rayon est de seulement 230 km. Enfin, la planète Vesta, du nom d'une déesse romaine, est découverte le 29 mars 1807, de nouveau par Heinrich Olbers. Elle a un rayon d'environ 500 km comme Cérès, mais elle est très brillante, ce qui fait qu'elle peut être parfois vue à l'œil nu de la Terre. La sonde Dawn a visité Vesta entre juillet 2011 et septembre 2012, puis est arrivée autour de Cérès en mars 2015. Après avoir pris des mesures et de superbes photos, elle s'est éteinte. C'est désormais un satellite passif de Cérès. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de grosses planètes entre Mars et Jupiter, mais une ceinture d'astéroïdes dont Cérès, Pallas, Juno et Vesta font partie. Elles changent d'ailleurs d'appellation en 1850, 4 ans après notre carte, pour devenir des astéroïdes. On en connaît aujourd'hui plus de 240 des astéroïdes de plus de 100 km dans la ceinture entre Mars et Jupiter, et plus de 2 millions de plus d'1 kilomètre. Bon alors attention, c'est pas comme dans Star Wars, ils sont tellement éloignés, il y a tellement de vide, qu'il n'y a aucune chance de collision par un vaisseau qui passerait par là. On pense aujourd'hui que Galilée a observé Neptune le 28 décembre 1612. D'après ses dessins et notes, il voit bien qu'il détecte une étoile qui semble se déplacer, mais il n'y prête pas attention.
Dommage. Comme pour Uranus, on a des traces aujourd'hui de nombreuses personnes qui ont observé Neptune au télescope, mais ils l'ont tous prise pour une étoile. 60 ans après la découverte d'Uranus, quasi une révolution entière de cette planète autour du Soleil, on commence à avoir des mesures précises de son orbite. Et là, c'est le drame. Les mesures ne coïncident pas avec ce que prévoit la théorie de la gravitation universelle de Newton. On essaie de rajouter l'influence de Jupiter et Saturne dans les calculs, mais rien n'y fait. Deux camps s'affrontent alors. Les premiers, très majoritaires, pensent que la théorie est correcte, mais que la différence avec l'observation s'explique par des paramètres encore inconnus, comme par exemple une hypothétique planète transuranienne. Les seconds pensent qu'il faut remettre en cause la théorie de la gravitation universelle de Newton, dont les prédictions sont fausses. Partisans du premier camp, deux personnes vont en même temps et sans le savoir se lancer dans les calculs pour déterminer la position de cette hypothétique planète. Le premier à finir les calculs est John Adams, un jeune étudiant de Cambridge. On sait aujourd'hui que ses calculs étaient corrects, mais personne ne le prend au sérieux et une fois ses études terminées, il est assigné à d'autres sujets. En France, Urbain Le Verrier se lance dans les mêmes calculs qui terminent en août 1846, un an après ceux d'Adams. Là où ce dernier a échoué à convaincre les observateurs de pointer leur télescope dans cette direction, Le Verrier va réussir à convaincre Johann Galle, de l'observatoire de Berlin, de vérifier aux coordonnées indiquées. Et Neptune est découverte le 23 septembre 1846. Le sujet de la paternité de la découverte entre Adams et Le Verrier a souvent été discuté et a été officiellement tranché en 1998 en faveur de Le Verrier. Cette décision est super intéressante. Le compte-rendu suggère que même s'il a fini son calcul plus tard, convaincre la communauté scientifique de son résultat et le faire accepter fait partie de la découverte. Le fameux « ça ne sert à rien d'avoir raison tout seul ». De toute façon, Le Verrier n'attend pas pour en réclamer la paternité, et il propose simplement de renommer la planète « Planète Le Verrier ». Étonnamment, il n'y a pas eu un consensus international à ce sujet. Le nom Neptune, équivalent grec de Poséidon, dans la lignée des noms donnés depuis les Babyloniens, est choisi dans l'année. La découverte de Neptune est un événement hyper important dans l'histoire des sciences. Premièrement parce que c'est la première planète découverte par le calcul. Et deuxièmement, parce qu'il y avait une telle ferveur dans la théorie de la gravitation de Newton que même si des mesures étaient en contradiction avec la théorie, on ne pouvait se résoudre à imaginer la théorie fausse. Le problème devait forcément venir de quelque chose d'extérieur qui expliquait l'incohérence des mesures. Et l'histoire a donné raison cette fois à la théorie de Newton contre la réalité des observations. Urbain Le Verrier prend ensuite la tête de l'Observatoire de Paris, auréolé par son succès. Mais il n'y a pas qu'Uranus qui a une anomalie dans son orbite. La planète Mercure, plus proche du Soleil, a elle aussi un problème. Son périhélie, c'est-à-dire le point le plus proche du Soleil de son orbite, se décale année après année. Ça c'est normal. Mais par contre, il ne se décale pas de la valeur prévue par la théorie. La différence est minime, mais elle existe. Et en fait, tout le monde s'en fout, sauf Le Verrier. Il s'était d'ailleurs déjà un peu cassé les dents en 1842 avant d'abandonner et de se concentrer sur l'anomalie de l'orbite d'Uranus. Mais en 1846, suite à son succès avec Neptune, l'explication semble être toute trouvée. Il y a forcément une planète entre Mercure et le Soleil qui perturbe l'avancée de son périhélie. Qui alors désormais pour remettre en cause la gravitation de Newton et Urbain Le Verrier? Et voici comment la planète Vulcain se retrouve dans une carte à destination des manuels scolaires en 1846. Sauf que l'on ne l'a jamais trouvée cette planète Vulcain, peut-être trop proche du Soleil pour être visible directement, mais aucun transit, aucune vue lors d'une éclipse. Les astronomes de toute l'Europe la cherchent, mais rien, aucune trace. Enfin si, à plusieurs reprises on croit la voir, mais à chaque fois l'observation est remise en question. Quand Le Verrier meurt en 1877, l'intérêt pour cette anomalie diminue petit à petit, puis s'éteint, et on arrête de chercher Vulcain. À cette époque, la fin du 19e siècle, c'est la révolution industrielle, le début de l'ère de la technologie où nos connaissances scientifiques font passer l'humanité dans une nouvelle ère. Bon, c'est aussi à ce moment qu'on a commencé à bousiller le climat, mais ça c'est un autre sujet. Et donc cette foi en nos connaissances est telle qu'elle fera dire à Lord Kelvin à propos de la physique que c'est un magnifique édifice complet, superbe, définitif, avec peut-être une ou deux questions de détail, une avancée inexpliquée de 43 secondes d'arc par siècle dans le périhélie de Mercure, et aussi une distribution du rayonnement du corps noir qui ne correspondait pas à l'attente. Peu de choses en vérité. Fin de citation. Alors on va commencer par la deuxième petite question de détail, la distribution du rayonnement du corps noir, qui est résolue par Max Planck en 1901,
en expliquant que l'énergie n'est pas un phénomène continu, mais un phénomène quantifié, les quanta d'énergie. Ce petit détail-là, c'est rien de moins que le début de la physique quantique. Et la première petite question de détail, les 43 secondes d'arc par siècle d'avancée du périhélie de Mercure, est résolue par Einstein en 1917, qui prend le problème à l'inverse de Leverrier. Les mesures sont correctes, il n'y a aucun corps qui perturbe Mercure. C'est juste la théorie de la gravitation universelle de Newton qui est fausse. Bon, vrai, faux, c'est un vaste sujet en sciences. Disons que pour Einstein, la théorie de Newton est une approximation d'une théorie beaucoup plus complexe qui ne fonctionne qu'en faible gravité, ce qui explique les bons résultats pour Uranus, mais pas pour Mercure, trop proche du Soleil. Et donc ce petit détail-là mène Einstein à développer la théorie de la relativité générale qui change complètement notre vision de la gravitation et de l'univers, ouvrant la voie au Big Bang, au trou noir, au trou de verre, etc. Finalement, ces deux petites questions de détail ont complètement renversé le magnifique édifice complet, superbe et définitif de Lord Kelvin. Bon, quelle est la morale de cette histoire à part que c'est Einstein qui a détruit la planète Vulcain? Eh bien qu'en science, c'est toujours délicat de conclure quand une théorie prédit des résultats, mais que l'observation semble les contredire. Parfois la théorie est juste et l'explication est autre, ce qui au final renforce cette théorie. Parfois la théorie est fausse et il en faut une nouvelle. Et dans tous les cas, il faut rester humble et ne pas conclure trop vite, au risque de faire comme Lord Kelvin. Je vous remercie de votre attention.